Résumé, équilibre chimique. Bonjour, on va commencer aujourd'hui un nouveau résumé de chimie. C'est le résumé de la deuxième partie du programme de terminale, les équilibres chimiques. Grand 1, les transformations chimiques qui s'effectuent dans deux sens. Premièrement, acide et base de Bronsted. Toujours un couple acide-base est schématisé de cette façon. L'acide à gauche et la base est à droite. Alors l'acide HA, la base c'est A-. Alors c'est quoi un acide selon Bronsted? C'est toute espèce chimique capable de libérer un proton H+ au cours d'une réaction chimique. Et une base de Bronsted est toute espèce chimique capable de capter un proton H+ au cours d'une réaction chimique. Alors, il y a des espèces qui peuvent en même temps jouer le rôle d'acide dans certaines réactions et de base dans d'autres réactions. C'est ce qu'on appelle les ampholites. Les ampholites, ce sont des substances chimiques capables de jouer le rôle d'acide ou de base de Bronsted selon les conditions expérimentales. Alors, une réaction acido-basique, c'est une réaction qui va s'effectuer entre deux couples, comme le cas de l'oxydoréduction. Ici, je prends ces deux couples, le couple acide acétique ion acétate et le couple ion oxonium et eau. Alors, dans le premier couple, l'acide acétique joue le rôle d'acide et bien sûr, il va réagir avec l'eau dans le deuxième couple qui joue le rôle de base. Alors, j'écris la première demi-équation, CH3COH donne CH3CO- plus H+. Et pour la deuxième demi-équation, l'eau qui va capter le proton H+, pour donner les ions H3O+. Alors, en addition les deux demi-équations, en simplifiant par les H+, je trouve l'équation CH3COH plus H2O, ça donne CH3CO- plus H3O+. Alors là, j'ai marqué les deux flèches. On va comprendre pour la suite pourquoi c'est une réaction qui s'effectue dans deux sens. Alors pour étudier les acides et les bases, on a besoin de connaître la concentration des ions H3O+, en mesurant le pH de la solution. Alors le pH d'une solution aqueuse, c'est moins logarithme décimal de la valeur numérique des ions H3O+, mais à condition que cette concentration soit en mol par litre. On prend la valeur numérique de la concentration qui est au départ en mol par litre. Et d'après cette relation, la concentration des ions H3O+, je peux la déduire par 10 puissance moins pH et ça va nous donner une valeur qui est en mol par litre. Alors pour mesurer le pH d'une solution, on peut utiliser plusieurs méthodes. La méthode la plus précise, c'est d'utiliser un pH mètre. Je rappelle que le pH mètre doit être étalonné à l'avance avec une solution tampon dont on connaît le pH d'avance. Ou bien on peut utiliser des indicateurs colorés comme le bleu de bromothymol, l'hélianthine, la phénolphtaléine. Alors, en ce qui concerne les indicateurs colorés, on ne trouve qu'une zone de pH. Une zone de pH selon la couleur qu'on obtient avec l'indicateur coloré. Ou bien, on utilise un papier pH. Et c'est quoi? C'est un papier qui est imbibé d'une solution qui est un mélange d'indicateurs colorés qu'on appelle indicateur universel. Alors, en général, le papier pH change de valeur, de couleur, lorsqu'on change la valeur du pH d'une unité en moyenne. Donc, transformation chimique totale ou limitée. Alors, on va voir ceci dans deux exemples. Alors, l'exemple numéro 1, j'ai mis là dans ce bécher une solution d'acide chlorhydrique de concentration 10 puissance moins 2 mol par litre et de volume 100 millilitres. Alors, le pH de la solution, mesuré avec un pH mètre, ça nous donne 2. On travaille toujours à la température standard 25 degrés Celsius. Alors, on va écrire donc le tableau d'avancement. Alors, c'est une réaction entre l'acide chlorhydrique qui est HCl et l'eau, parce que c'est une solution aqueuse. Alors, l'acide chlorhydrique joue le rôle d'acide, l'eau joue le rôle de base. Ça nous donne
H3O+, parce que HCl, ça perd H+, donc H2O, c'est une base, il va la capter, et il va se transformer en ion chlorure Cl-. Alors, état initial, état final, je m'intéresse seulement de deux états, état initial et final. À l'état initial, la quantité de matière de chlorure d'hydrogène, c'est C fois V. L'eau est toujours en excès parce que c'est une solution aqueuse. Au départ, on n'avait pas d'ion H3O+, et Cl-, donc CV moins X final à l'état final. Et ici, X final, j'ai un coefficient 1 ici, donc ici, c'est X final. Alors, donc, X final, c'est quoi? C'est la quantité des ions H3O+. Et la quantité d'ions H3O+, c'est la concentration des ions H3O+, fois le volume. Et on sait que la concentration des ions H3O+, c'est 10 puissance moins pH fois V. Alors, X max, je considère donc HCl comme réactif limitant. Donc, CV moins X max égale à 0. Donc, X max égale à CV. Alors là, pour connaître que c'est une réaction totale ou limitée, il faut calculer le taux d'avancement de la réaction, qu'on note taux. Le taux d'avancement de la réaction, c'est X final sur X max, c'est-à-dire 10 puissance moins pH fois V sur C fois V. Je simplifie par V, donc ça me donne 10 puissance moins pH sur C. Ici, 10 moins 2 sur 10 moins 2, ça nous donne 1. Alors, lorsque tu trouves le taux d'avancement égal à 1, c'est que c'est une réaction totale, donc la transformation chimique est totale. Donc le point d'interrogation que j'ai placé au départ, je vais l'enlever. Donc je sais bien maintenant que la réaction entre l'acide chlorhydrique est une réaction qui se fait dans un seul sens, c'est une réaction totale. Alors je rappelle que pour une réaction totale, il faut au moins que l'un des réactifs disparaisse totalement. Ici, c'est l'acide chlorhydrique qui va disparaître totalement dans la réaction. C'est le réactif limitant. Je prends l'exemple numéro 2 d'une solution d'acide acétique de concentration 10-2 de volume 100 ml. Toujours nous sommes à 25 degrés Celsius. Je mesure le pH avec un pH mètre, je trouve 3,4. Alors le tableau d'avancement CH3COH plus H2O, l'équation de tout à l'heure, ça nous donne CH3CO- plus H3O+. On ne sait pas au départ si c'est une réaction qui s'effectue dans un seul sens ou dans les deux sens. Donc on va attendre de calculer le taux d'avancement pour savoir. Donc à l'état initial comme tout à l'heure, CV, excès, 0, 0, CV moins X final, excès, X final, X final. Alors la quantité de matière d'ion H3O+, c'est égal à X final, qui est égal à 10 puissance moins pH fois V, et X max, en considérant que l'acide éthanoïque étant le réactif limitant, c'est toujours C fois V. Et le taux d'avancement, comme tout à l'heure, 10 puissance moins pH sur C, mais là, si je calcule 10 moins 3,4 sur 10 moins 2, je trouve à peu près 0,04 qui est à peu près 4%. Alors 4%, ça veut dire quoi? Ça veut dire des molécules initialement présentes que j'ai mis en solution d'acide éthanoïque, seulement 4% réagissent. Et 96% de CH3CH reste sous forme moléculaire dans la solution. C'est-à-dire que la solution d'acide acétique est constituée essentiellement de molécules d'acide acétique. Il n'y a que 4% qui réagissent. Donc c'est un taux d'avancement qui est faible. Alors puisqu'il est inférieur à 1, ça veut dire que c'est une réaction équilibrée et je vais l'écrire avec deux sens. Donc la transformation, elle est bien limitée. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'on arrive à l'état final, aucun des réactifs ne disparaît complètement comme le cas d'une réaction totale. Pour une réaction totale, il faut au moins l'un des réactifs disparaître. Donc à l'état final, il coexiste les réactifs et les produits. Reste en proportion constante, on l'appelle état d'équilibre. C'est ce qu'on appelle, et on a atteint l'état d'équilibre lorsque la quantité de matière de chacun des réactifs et des produits reste constante et ne varie plus. Alors c'est un équilibre, mais on dit que c'est un équilibre dynamique. Alors pourquoi il est dynamique? Parce que même lorsqu'on arrive à l'état d'équilibre et les quantités de matière restent constantes,
les deux réactions continuent de se faire dans les deux sens, mais avec la même vitesse. C'est-à-dire, en même intervalle de temps, disparaît par exemple une quantité de matière de CH3COH avec ce sens, mais en même temps, il apparaît la même quantité de matière dans l'autre sens. Donc, au total, la quantité de matière de CH3COH reste constante, mais les deux réactions continuent de se faire dans les deux sens, mais avec la même vitesse. C'est un équilibre dynamique, car les deux réactions continuent de se faire dans les deux sens, mais avec la même vitesse. Grand 2, état d'équilibre d'un système chimique. Premièrement, quotient de réaction. Alors, je considère une réaction alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta D. Alpha, bêta, gamma, delta sont les coefficients stéchiométriques. A, B, les réactifs et C et D, les produits. Alors, je considère que tous les réactifs et les produits sont aqueux, c'est-à-dire sont en solution aqueuse. Pour définir le quotient de réaction, on utilise la relation QR, quotient de réaction, est égal à la concentration de C à la puissance gamma fois concentration de D à la puissance delta sur concentration de A à la puissance alpha fois concentration de B à la puissance bêta. Alors on donne ce quotient de réaction sans unité. Il ne faut pas donner une unité. C'est un quotient de réaction qui est défini sans unité. Alors si l'eau est le solvant et se trouve dans l'équation de la réaction, on va prendre pour concentration de l'eau la valeur 1. Donc on va prendre concentration de l'eau égale à 1 mol par litre si il se trouve dans la réaction et il est comme solvant. Pour les solides et les gaz qui ne sont pas dissous, on va remplacer leur concentration aussi par la valeur 1. Voyons cela dans des exemples. Par exemple, j'ai le gaz NH3 dissous dans l'eau qui donne le gaz ammoniac qui donne l'ion ammonium NH4+, plus H en moins. Alors là, le NH3 il est aqueux, il est en solution, l'eau il est liquide parce que c'est le solvant, les ions NH4+ et H en moins sont aussi aqueux. Alors le quotient de réaction, c'est la concentration de NH4+ fois H en moins sur NH3 parce qu'on prend pour concentration de l'eau, on prend la valeur 1. Voyons ce deuxième exemple. 2Al solide, l'aluminium solide, réagit avec les ions Fe2+, en solution aqueuse pour donner les ions Al3+, et le fer solide. Alors là, ce sont des corps solides, il ne faut pas les prendre dans la formule du quotient de réaction. Donc le quotient de réaction sera Al3+ à la puissance 2, parce que ça c'est solide, je le remplace par 1, et divisé par Fe2+ à la puissance 3. Deuxièmement, constante d'équilibre. Alors une constante, ce qu'on appelle constante d'équilibre, c'est ce quotient de réaction, mais à l'état d'équilibre. Parce que le quotient de réaction peut être bien calculé à l'état initial, à un état intermédiaire et aussi à l'état final. Donc à l'état final, à l'état d'équilibre, c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre. C'est le quotient de réaction à l'état d'équilibre. Alors bien sûr, il est sans unité comme tout quotient de réaction, la constante d'équilibre. Cette constante va dépendre de la réaction. Selon la réaction, on va trouver une constante d'équilibre bien spécifique. Chaque réaction a une constante d'équilibre bien spécifique. Il dépend aussi de la température. Il varie peu avec la température, mais il dépend aussi de la température. Il est indépendant. La constante d'équilibre, elle est indépendante de l'état initial. C'est ce qui est intéressant. Parce que même si tu changes l'état initial des réactifs, par exemple, tu pars d'1 mol, 1 mol, ou tu pars de 10 mol, 1 mol, tu as toujours comme constante d'équilibre K. La valeur ne va pas changer. Donc la constante d'équilibre ne dépend pas de l'état initial des réactifs. Alors pour une réaction totale, on va trouver une constante d'équilibre élevée qui dépasse
10 puissance 4. À partir de 10 puissance 4, tu peux dire que la réaction est 99% comme réaction totale. Mais on peut prendre réaction totale avec des valeurs moins de 10 puissance 4 si c'est mentionné dans le texte. Si c'est mentionné que c'est une réaction totale, même avec des valeurs inférieures à 10 puissance 4, il faut la considérer comme réaction totale. Alors le taux d'avancement d'une réaction va dépendre de l'état initial. Alors nous avons vu que la constante d'équilibre ne dépend pas de l'état initial, mais le taux d'avancement cette fois, il dépend de l'état initial. Et si vous partez d'une réaction avec une concentration faible, alors si vous avez la concentration initiale est faible, alors le taux d'avancement va augmenter. Donc une réaction, une solution de plus en plus diluée a un taux d'avancement élevé. Le taux d'avancement dépend aussi de la constante d'équilibre. Alors, si la constante d'équilibre augmente, alors si on change de réaction, bien sûr, alors pour des réactions qui ont une constante d'équilibre élevée, alors ils auront aussi un taux d'avancement élevé. Alors, on va prendre un exemple de comment calculer la constante d'équilibre. Pour cet exemple, j'ai une solution d'acide acétique de concentration 10-2 de volume 100 ml dans laquelle je plonge l'électrode d'un conductimètre et il me donne, la température à 25 degrés, il me donne une conductivité de 16,1 millisiemens mètre-1. Je rappelle que lambda des ions CH3CO- c'est 409 millisiemens mètre carré mol-1 et lambda des ions H3O+, c'est 35 millisiemens mètre carré mol-1. Conductivité molaire ionique des ions. Alors, avec ces données, je veux trouver la constante d'équilibre de la réaction de l'acide acétique avec l'eau. Alors, réaction d'acide acétique avec l'eau qui donne CH3CO- plus H3O+, état initial, état final, comme tout à l'heure. Alors, la constante d'équilibre, c'est la concentration de CH3CO- fois H3O+, sur CH3COOH, parce que l'eau est un solvant dans ce cas. La concentration, on voit bien à travers le tableau d'avancement que la concentration des ions H3O+, c'est X équilibre sur V, et la concentration de CH3CO-, c'est X équilibre sur V. Donc, ils sont égales. Donc, concentration de CH3CO- est égale à concentration de H3O+. Alors, pour la concentration de CH3COH, c'est CV moins X, parce que ça c'est une quantité de matière, CV moins X équilibre sur V. CV sur V, ça donne C, X équilibre moins X équilibre sur V. Et X équilibre sur V, ça donne H3O+. Donc C moins concentration de H3O+. Donc je remplace dans l'expression de la constante d'équilibre, K égale H3O+, ça donne H3O+ au carré sur C moins H3O+. Alors reste seulement à déterminer la concentration de H3O+, avec la conductivité de la solution sigma. Je sais bien que la conductivité sigma, c'est lambda des ions. Alors les ions présents sont les deux ions CH3CO- et H3O+. C'est lambda des ions H3O+ fois leur concentration, plus lambda des CH3CO- fois leur concentration. Étant donné que les concentrations sont les mêmes, je factorise par H3O+, et je trouve lambda de H3O+, plus lambda de CH3CO-. Donc, j'aurai la concentration de H3O+, c'est sigma divisé par la somme des lambda. Je fais le calcul. Concentration de H3O+, sigma, c'est 16,1 10-3. Les lambda, c'est 409 milli, donc 10-3, plus 35, 10-3. Alors, je simplifie par 10-3 partout, je fais le calcul. Ça me donne 0,412 mol, mais par mètre cube, pas par litre. Parce qu'à partir de la conductance ou la conductivité, je trouve les mètres cubes, je ne trouve pas les litres. Et pour convertir en litres, mètre cube c'est 10 puissance 3, ça me donne 10-3, et le tout ça me donne 4,12, 10-4 mol par litre. En mol par litre, il faut obligatoirement convertir en mol par litre pour pouvoir calculer la constante d'équilibre. Parce que pour la constante d'équilibre, les concentrations sont en mol par litre. Donc, K c'est égal, je remplace donc la concentration par 4,12, 10-4 au carré,
sur 10 moins 2, c'est bien en mol par litre, moins 4, 12, 10 moins 4, et le tout, ça me donne 1,77, 10 puissance moins 5 pour cet équilibre. C'est une constante qui est très faible, donc ça reste toujours un équilibre chimique, comme on a vu tout à l'heure, que cette réaction a un taux d'avancement avec cette concentration de 10 puissance moins 2 de 4%. On continue notre résumé par les réactions acido-basiques. Premièrement, l'autoprotolyse de l'eau. Alors l'eau, même s'il est tout seul, s'il est pur, il n'y a que des molécules d'eau, alors l'eau arrive à réagir avec lui-même parce que l'eau, c'est un ampholyte et une molécule d'eau va jouer le rôle d'acide et l'autre va jouer le rôle de base. Ainsi, l'eau réagit avec lui-même en donnant les ions H3O+, et H-, c'est ce qu'on appelle l'autodissociation ou l'autoprotolyse de l'eau. Alors la constante d'équilibre relative à cette réaction d'autodissociation de l'eau, c'est Ke égale la concentration H3O+ fois H-, divisé bien sûr par 1 parce que l'eau ici est le solvant de la solution. Donc Ke égale H3O+ fois H-, c'est la constante d'équilibre relative à la réaction d'autoprotolyse de l'eau et c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. C'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Alors on définit le pKe comme étant le moins logarithme de Ke. Le petit p en chimie veut dire toujours le moins log. Comme en pH, le pH ça veut dire moins log de la concentration des ions H3O+. Donc lorsqu'on rencontre en chimie le petit p, c'est moins log. pKe c'est moins log de Ke. Et bien sûr Ke c'est 10 puissance moins pKe parce que c'est un logarithme décimal. Alors la seule valeur qu'il faut apprendre, c'est à 25 degrés Celsius. À 25 degrés Celsius, le produit ionique de l'eau, c'est 10 moins 14. Et le pKe, c'est 14. Alors là, si la température augmente, alors l'agitation thermique va augmenter, la probabilité de choc efficace va augmenter et la concentration des ions H3O+ et H- dans l'eau pure va augmenter, donc ce qui fait le Ke va augmenter. Donc si la température augmente, le produit ionique de l'eau augmente et le pKe bien sûr, parce que c'est moins, c'est une fonction décroissante, ça va décroître. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le produit ionique de l'eau, Ke, c'est une constante d'équilibre relative à toute réaction en solution aqueuse. C'est-à-dire, pour toute réaction en solution aqueuse, même si ce n'est pas de l'eau pure, la concentration des ions H3O+ et H- sont liées par la formule Ke égale H3O+ fois H-. On l'utilise pour toute solution aqueuse. Alors, on va voir échelle de pH. Les solutions sont divisées en trois types. Il y a des solutions acides, basiques et neutres. Alors pour la question de pH, une solution est acide si son pH est compris entre 0 et 1,5 de pKe. Par exemple ici à 25, pKe c'est 14, donc c'est 14 sur 2, c'est 7. Donc une solution acide est une solution dont le pH est compris entre 0 et 7. Et ce n'est pas toujours 7, parce que si la température augmente comme on vient de voir, le pKe diminue. Donc par exemple, à la température 60, pKe c'est 13. Donc une solution acide, c'est entre 0 et 13 sur 2, c'est-à-dire 6,5. Entre 0 et 6,5 à 60 degrés. C'est entre 0 et 7 à 25 degrés. Donc, une solution est basique si son pH est compris entre 1,5 pKe et 14. Et il est neutre si son pH est égal à 1,5 de pKe. À 25 degrés Celsius, une solution est neutre si son pH est égal à 7. À 60 degrés, parce que le pKe est 13, une solution de pH égale 6,5 est une solution neutre. Alors, en ce qui concerne les concentrations des ions H3O+, pour une solution acide, la concentration de H3O+, est supérieure à la concentration de H-. Pour une solution neutre, il y a égalité. Et pour une solution basique, c'est le contraire. La concentration des ions H- qui est supérieure à la concentration des ions H3O+. Troisièmement, constante d'acidité.
Alors, pour le couple, c'est une constante qui est relative à l'acide et à la base. Donc, c'est pour le couple acide-base. Alors, pour un couple acide-base que je note AB, la constante d'acidité de ce couple AB, c'est la concentration de la base en solution fois la concentration des ions H3O+, sur la concentration de l'acide. Donc, B fois H3O+, sur A. Et c'est une constante sans unité. Alors bien sûr, la constante d'acidité va dépendre du couple qu'on étudie et va dépendre aussi de la température. On définit le pKa comme étant moins log de Ka, comme tout à l'heure pour pKe, moins log de Ka, et le Ka c'est 10 puissance moins pKa parce que c'est un logarithme décimal. Alors il y a aussi une relation qu'on peut trouver à partir de la constante d'acidité, et c'est très utilisé, c'est la relation de pH, pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide. pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide. Alors pour la réaction qui va se faire entre les deux couples A1B1 et A2B2, A1 réagit avec B2 pour donner B1 et A2. Le sens direct c'est le sens 1, le sens inverse c'est le sens 2. Je suppose que A1, B2, B1 et A2 sont tous des espèces à queue en solution. Alors la constante d'équilibre K relative à cet équilibre, c'est B1 fois A2 sur B2 fois A1. B1 fois A2 sur A1 fois B2. Alors je multiplie par H3O+, je divise par H3O+, bien sûr j'ai le droit. Alors je vois bien que B1 fois H3O+, sur A1 c'est Ka1 et B2 fois H3O+, sur A2 c'est Ka2. Donc la constante d'équilibre d'une réaction entre deux couples acido-basiques, c'est la constante d'équilibre Ka1 de l'acide écrit à gauche sur la constante d'équilibre de l'acide écrit à droite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette constante d'équilibre d'une réaction? On va connaître si la réaction est totale ou impossible ou il est limité. Alors, si la constante d'équilibre est supérieure ou égale à 10 puissance 4, c'est une réaction totale, bien sûr, dans le sens direct. Et si la constante d'équilibre est inférieure à 10 moins 4, alors il n'y a pas de réaction entre A1 et B2, réaction impossible. Et si la constante d'équilibre est comprise entre 10 moins 4 ou 10, il est supérieur à 10 moins 4, inférieur à 10 puissance 4, alors là, je peux dire que c'est une réaction limitée. On va voir le comportement des acides et bases en solution aqueuse. On va commencer par le cas des acides. Alors pour les acides, le plus fort, c'est celui qui réagit le plus facilement avec l'eau. C'est celui qui donne le plus d'ions H3O+ en solution aqueuse. Mais là, il faut comparer les acides de même concentration. Alors donc, de deux acides de même concentration, pour pouvoir les comparer, l'acide le plus fort est celui qui réagit le plus facilement, c'est-à-dire qui a le taux d'avancement le plus élevé. Donc de deux solutions acides de même concentration, l'acide le plus fort est celui qui réagit le plus facilement, c'est-à-dire qui a le taux d'avancement le plus élevé. Donc, le taux d'avancement va nous permettre de savoir si un acide est plus fort qu'un autre. Alors, je sais bien que le taux d'avancement de la réaction de l'acide avec l'eau, comme on avait tout à l'heure, c'est 10 puissance moins pH sur C. Donc, de deux solutions acides qui ont même concentration, le plus fort, on a dit que c'est lui qui a le taux d'avancement le plus élevé, donc qui aura le pH le moins faible. Donc, de deux solutions d'acide de même concentration, le plus fort est celui qui a le pH le plus faible. Alors, on a la constante Ka de la réaction, comme on a vu tout à l'heure, d'un acide avec l'eau. C'est la concentration de H3O+ au carré, ça on l'a déjà démontré, sur C moins H3O+. Alors, la concentration de H3O+, c'est 10 moins pH, c'est taux fois C. Je remplace ici par taux fois C, c'est taux au carré sur C au carré, sur C moins taux fois C. Je simplifie par C, ça me donne taux au carré C sur 1 moins taux. Alors, puisque taux est inférieur à 1, alors, si taux augmente, parce que c'est inférieur à 1, alors Ka augmente. Donc, je peux dire que de deux acides, le plus fort est celui dont la constante d'acidité est la plus grande. Alors, si tu as deux constantes d'acidité de deux acides, la plus grande va te donner l'acide qui va réagir le plus facilement dans l'eau. Alors, bien sûr, celui dont la constante d'acidité est la plus forte est le pKa le plus faible. Bien sûr, si Ka augmente, pKa diminue. Donc, en résumé,
Et la force de l'acide augmente si on a des solutions de même concentration avec un taux d'avancement élevé, si on a des solutions de même concentration avec de pH faible, et si la constante d'équilibre augmente, bien sûr la force augmente, et aussi le pKa diminue, la force de l'acide augmente. Pour les bases, de deux solutions de base de même concentration, la base la plus forte est celle qui va réagir le plus facilement, c'est-à-dire qui aura le taux d'avancement le plus élevé. Alors je considère un couple acido-basique, AB. B réagit avec l'eau, donc c'est une base, il capte le proton H+, et ça devient BH+, c'est ce que je note A, et l'eau H1-. État initial, j'ai une concentration C et un volume V de solution basique, donc la quantité de matière initiale c'est CV. L'eau en excès, 0,0. Donc à l'état final, CV moins X équilibre, excès, X équilibre, X équilibre. Alors X équilibre c'est quoi? C'est la concentration de H en moins fois V, c'est la quantité de matière d'H en moins. Et X max c'est CV. Donc le taux d'avancement c'est X équilibre sur X max. Donc je simplifie par V, c'est concentration H au moins sur C, c'est-à-dire que la concentration de H au moins c'est taux fois C. Alors donc taux concentration de H au moins c'est KE sur H3O+, et H3O+, c'est 10 puissance moins pH fois C. Alors des deux solutions qui ont la même concentration, si le pH augmente, donc ceci, ça va diminuer, et taux, ça va augmenter. Alors taux augmente et la force de la base augmente. Donc de deux solutions basiques de même concentration, la base la plus forte, c'est celle qui donne le pH le plus fort. On a la constante d'acidité, c'est la concentration de la base fois H3O+ sur l'acide. Je ne dis pas la constante d'équilibre, parce que la constante d'équilibre de cet équilibre, c'est A fois H en moins sur B. Mais je parle de constante d'acidité, et c'est toujours défini de cette façon. La concentration de la base fois H3O+ sur l'acide. Alors je reviens au tableau d'avancement. Concentration de la base, c'est CV moins X équilibre sur X équilibre. Donc ça va donner C moins X équilibre sur V, qui est concentration de H en moins. Donc c'est C moins concentration de H en moins. En ce qui concerne concentration de H3O+, c'est KE sur concentration de H en moins. Et A est égal aussi à la concentration de H en moins. Donc j'aurai ici concentration de H en moins au carré. Et je remplace concentration de H au moins par taux fois C. Donc j'aurai ici C moins taux fois C fois KE sur taux au carré, C au carré, je simplifie par C et je retrouve 1 moins taux fois KE sur taux au carré fois C. Alors puisque taux est inférieur à 1, alors pour la même concentration, si le taux d'avancement augmente, alors le Ka va diminuer. Si le taux d'avancement augmente, alors le Ka va diminuer. Alors la constante d'équilibre diminue, bien sûr le pKa augmente et la force de la base augmente. Donc de deux bases, la plus forte est celle qui a le Ka le plus élevé et le pKa le plus faible. Donc en résumé, la force de la base augmente, c'est pour des solutions de même concentration, celle qui donne le taux d'avancement le plus élevé, c'est la base la plus forte. Ça c'est identique à l'acide et à la base, mais là il y a des différences. Pour les acides, on a vu que si on a la même concentration, c'est celle qui donne le pH le plus faible. Ici pour les bases, c'est donne le pH le plus fort. Et pour les acides, on a vu celle qui a le Ka le plus fort. L'acide le plus fort est celui dont la constante d'acidité la plus forte. Ici, dans la base la plus forte est celle dont la constante d'acidité la plus faible et le pKa le plus grand. On va voir le domaine de prédominance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un acide prédomine sur une base? Un acide prédomine sur une base dans une solution aqueuse si la concentration de l'acide est plus forte que la concentration de la base. Pour que A prédomine dans une solution, il faut qu'il ait une plus grande concentration par rapport à la base. Donc, pour les domaines de prédominance,
c'est entre 0, toujours le pH entre 0 et 14, ici le pKa. Si l'acide prédomine sur la base, c'est-à-dire sa concentration est supérieure à la base, ceci est pour entre 0 et pKa. Et entre pKa et 14, c'est la base qui va prédominer. B de concentration plus forte que l'acide. Et si l'acide est de même concentration que la base, le pH de la solution est égal au pKa. Et ceci se trouve facilement de la formule pH égale pKa plus log de la base sur l'acide, parce que l'acide et la base étant les mêmes, log de la base sur l'acide, ça donne log de 1. Log de 1, c'est 0, donc pH, ça donne pKa. Alors pour les indicateurs colorés, alors je note le couple d'un indicateur coloré HI end, I end- et son pKa, c'est le pKa qui se trouve là. Donc dans ce domaine de prédominance pour un indicateur coloré, alors vous avez le pKa plus 1, le pKa moins 1, entre 0 et pKa moins 1, c'est la couleur de HI end qui va apparaître en solution aqueuse. Alors, si vous mettez quelques gouttes d'un indicateur coloré HI-, dans une solution aqueuse qui a un pH compris entre 0 et pKa-1 de l'acide, pKa de l'acide moins 1, alors vous obtenez la couleur de la forme acide de l'indicateur coloré. Et si vous mettez quelques gouttes de l'indicateur dans une solution qui a un pH compris entre pKa plus 1, le pKa de l'indicateur, et 14, vous obtenez la couleur de sa forme basique, I end-. Et entre pKa-1 et pKa plus 1, vous obtenez un mélange des deux couleurs. C'est ce qu'on appelle la zone de virage théorique de l'indicateur coloré. Donc la zone de virage théoriquement d'un indicateur coloré, et c'est le domaine pKa-1, pKa plus 1. Par exemple, pour le bleu de bromothymol, le pKa c'est 6,8. Donc entre 5,8 moins 1 et plus 1, 7,8, vous avez la zone de virage. Donc entre 0 et 5,8, vous avez la couleur de sa forme acide. La couleur de la forme acide du bleu de bromothymol est en jaune, donc la couleur jaune apparaît approximativement dans le domaine 0, 5, 8. Et la couleur bleue entre 7, 8 et 14. Et le mélange entre le jaune et le bleu, ça donne le vert entre 5, 8 et 7, 8. Alors, diagramme de distribution. Alors, pour un couple acide-base, le pourcentage de l'acide en solution, c'est la concentration de l'acide sur la concentration de l'acide plus la concentration de la base. Bien sûr, tu peux le multiplier par 100. Donc, le pourcentage d'un acide en solution, c'est A sur A plus B. Ici, ça devra être inférieur ou égal à 1. Pour le pourcentage de la base, c'est le contraire. C'est la base sur l'acide plus la base. Bien sûr, si tu fais la somme entre alpha A et alpha B, tu vas trouver c'est la valeur 1. Ça sera A plus B sur A plus B, c'est égal à 1. Alpha A plus alpha B est égal à 1. Alors, voici le diagramme de distribution des formes acides et bases dans une solution aqueuse. Alors, là, l'acide, le pourcentage de l'acide, et là, le pourcentage de la base selon le pH. Alors, en commençant par un pH 0, c'est totalement l'acide qui se trouve en solution avec un pourcentage de 100%. Il n'y a pas de base, pas de forme basique pour le coup. Alors, lorsque le pH augmente, le pourcentage de l'acide va diminuer et le pourcentage de la base va augmenter en même temps, jusqu'à ce que les deux pourcentages deviennent égaux à 50%, alpha égale alpha B égale 0,5. Lorsque les pourcentages arrivent à 50%, là vous avez le pH égal à pKa. Parce que pour le pH égal à pKa, si alpha A égale à alpha B, alors A égale à B, alpha A égale à alpha B, alors A égale à B, et le pH égale à pKa. Donc vous aurez un pourcentage de 50% pour pH égale pKa. Alors lorsque vous dépassez pKa, ça c'est le contraire, c'est le pourcentage de la base qui va augmenter et le pourcentage de l'acide qui va diminuer jusqu'au pH 14 où toute la solution contient seulement la base à 100% et l'acide à 0%. Donc ça c'est ce qu'on appelle le diagramme de distribution des formes acides et bases dans une solution aqueuse. On termine notre résumé sur les équilibres chimiques par la quatrième partie, dosage acéto-basique. Principe du dosage. Alors le dosage ou titrage
est la détermination de la concentration d'une solution à l'aide d'une autre solution de concentration connue. Alors, j'ai une solution de concentration inconnue que je veux titrer ou doser, c'est-à-dire je veux déterminer sa concentration. Alors, il me faut une autre solution de concentration bien connue qui va réagir avec la première pour déterminer la concentration inconnue. Alors, en général, on place la solution titrante, c'est-à-dire avec laquelle je dose, dans une burette graduée, et la solution à doser, la solution titrée, je la place dans un bécher ou un Erlenmeyer. Alors, j'utilise un agitateur magnétique. Alors là, le dosage sera surtout un dosage pH métrique, donc je dois utiliser un pH mètre pour faire le dosage. Alors là, entre la solution titrante et la solution titrée, il y a une réaction chimique qui va se produire. Cette réaction doit vérifier 4 critères. Il doit être une réaction totale, rapide, spontanée et sélective. Sélective, c'est-à-dire l'espèce A qui est dans la solution attitrer ne peut réagir qu'avec l'espèce B de la solution titrante. C'est ça ce que veut dire sélective. Donc, rappelons-nous des 4 critères d'une réaction du dosage: totale, rapide, spontanée et sélective. Alors, je donne 2 exemples. Exemple, dosage d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium ou soude. Alors, l'acide chlorhydrique est H3, la solution d'acide chlorhydrique, H3 plus Cl-. La solution d'hydroxyde de sodium ou de soude, c'est Na plus OH-. Alors, les ions Na plus et Cl- sont des ions indifférents. Donc, il y a réaction entre H3O plus qui joue le rôle d'acide, HO- qui joue le rôle de base, et ça va donner 2H2O. Donc, je peux simplifier par les ions indifférents et écrire de façon plus simple: H3O plus HO- donne de l'eau de H2O. Deuxième exemple, dosage d'une solution d'ammoniac, c'est NH3, par une solution d'acide chlorhydrique. Alors l'ammoniac, c'est NH3, la solution d'acide chlorhydrique H3O++ Cl-. Donc l'ammoniac joue le rôle de base, les ions H3O+, jouent le rôle d'acide, Cl- est indifférent, donc il perd un proton H+, et ça va nous donner NH4+, plus Cl- et H3O+, se transforme en H2O. Donc, de façon plus simple, en éliminant les ions indifférents des ions Cl-, je trouve NH3 plus H3O+, ça donne NH4+, plus H2O. Alors, c'est quoi l'équivalence? À l'équivalence, la réaction du dosage est stéchiométrique, c'est-à-dire il va se faire dans les proportions stéchiométriques. Et dans ce cas, vous aurez la quantité de matière d'acide qu'on avait mis au départ dans le bécher égale à la quantité de matière de solution, par exemple basique, que j'ajoute par la burette. C'est-à-dire la quantité de matière d'acide que j'ai mis, si j'ai une concentration CA1 volume CA, ça sera CaVA dans le cas du dosage d'une solution acide par une solution basique. Et la quantité de matière de base que je vais ajouter, ça sera à l'équivalence, ça sera Cb, VBE, c'est le volume versé à l'équivalence. Donc Ca, c'est la concentration qu'on cherche, Va, c'est le volume qu'on a mis au départ dans le bécher avant le dosage, Cb, c'est la concentration connue de la solution basique avec laquelle je dose, et le VBE, c'est le volume versé à l'équivalence. Alors si c'est le contraire, si maintenant j'ai ici une base et là j'ai un acide, je dose une solution basique par une solution acide, dosage d'une solution basique par une solution acide. Alors dans ce cas, vous aurez CaVAE parce que c'est l'acide que je verse à l'équivalence égale à CbVB. Ca, c'est la concentration connue de la solution acide avec laquelle je dose. VAE, c'est le volume versé pour atteindre l'équivalence. Cb, c'est la solution que je cherche de la solution basique. Et VB, c'est le volume que j'avais mis au départ dans le bécher. Alors, en suivant le dosage par pH métrie, je vais tracer une courbe qu'on appelle courbe de dosage. Courbe de dosage.
Alors, on va voir les deux cas. Le premier cas, c'est le dosage d'une solution, par exemple d'acide éthanoïque par une solution de soude. Alors, dans ce cas, c'est le dosage d'une solution acide par une solution basique. Donc, la courbe du dosage se présente de cette façon. Alors là, c'est le pH en fonction du volume que je verse de solution basique. Alors, cette courbe présente trois parties. La première partie, c'est avant l'équivalence. Alors, on voit bien que le pH de la solution augmente, mais augmente de façon progressive. Mais cette première partie avant l'équivalence contient un premier point d'inflexion, c'est le point de ce qu'on appelle la demi-équivalence. Alors, il y a une deuxième partie, c'est lorsqu'on est près de l'équivalence, juste avant et juste après, au moment de l'équivalence. Alors, vous voyez bien qu'au moment de l'équivalence, le pH de la solution augmente brusquement pour une petite variation de volume. Et cette partie contient ce qu'on appelle le point d'équivalence. Et là, la dernière partie, c'est après l'équivalence. Là aussi, le pH de la solution augmente de façon très faible en fonction du volume versé de la solution basique. Alors, pour chercher le point d'équivalence, on a plusieurs méthodes. La première méthode, la plus simple, c'est la méthode des tangentes. On trace une tangente dans la première courbure, dans cette courbure-là, une tangente à la deuxième courbure qui est ici, et là, les deux tangentes sont parallèles. Je trace la perpendiculaire, je cherche le milieu, je trace une troisième parallèle aux deux autres, et le point d'équivalence, c'est le point d'intersection de cette droite avec la courbe du dosage. Alors, lorsque je trouve le point d'équivalence, je peux simplifier, je peux facilement trouver le volume VBE à l'équivalence et le pH à l'équivalence. Alors, si j'ai le volume VBE, si je le divise par 2, je trouve le premier point d'inflexion de la courbe du dosage qui est le point de la demi-équivalence. Alors, il y a une particularité qu'il faut savoir, mais il ne faut pas l'utiliser lors du bac parce que ce n'est pas au programme, c'est que, on peut la démontrer, par contre, on peut la démontrer, c'est qu'à la demi-équivalence, le pH de la solution est égal au pKa du couple qu'on dose. Ici, le couple qu'on dose, c'est le couple d'acide éthanoïque ion éthanoate, et le pKa de ce couple, c'est 4,8. Donc, à la demi-équivalence, lorsque je verse un volume VB égale VBE sur 2, le pH de la solution est égal au pKa du couple qu'on dose. Alors pourquoi? Tout simplement parce que au moment de la demi-équivalence, on va doser la moitié de l'acide éthanoïque, donc il se forme la même quantité en ion éthanoate et j'aurai les concentrations qui sont identiques. La concentration de l'acide égale la concentration de la base. Et on avait tout à l'heure, lorsque A égale à B, le pH égale à pKa, et c'est ce qu'on trouve ici, c'est la démonstration de ce point de demi-équivalence. Alors, à l'équivalence, le pH à l'équivalence est supérieur à 7. Pourquoi c'est supérieur à 7? Parce que lorsque je dose l'acide éthanoïque par une solution de soude, à l'équivalence, il va se former les ions éthanoates. Les ions CH3CO- sont basiques. Donc, la solution est basique et a un pH supérieur à 7 à 25 degrés Celsius. Alors, si j'ai à choisir un indicateur coloré pour faire le dosage, l'indicateur approprié du dosage est celui dont la zone de virage contient le pH à l'équivalent. Par exemple, si le pH à l'équivalence est 8, la zone de virage de l'indicateur doit contenir la valeur 8. Alors, par exemple, le rouge de Crézol. Le rouge de Crézol, sa zone de virage est entre 7,2 et 8,8 et ça devra contenir le pH de l'équivalence et ça devra servir pour ce dosage, c'est-à-dire au moment de l'équivalence, la couleur de l'indicateur va changer. Et c'est au moment du changement de la couleur de l'indicateur coloré, je peux m'arrêter et avoir le volume de l'équivalence, le volume VBE. Alors, je peux aussi connaître le volume à l'équivalence par cette courbe qu'on vous donne parfois. C'est la courbe dérivée. C'est la dérivée du pH par rapport au volume. Alors, on voit bien que cette courbe a un maximum exactement pour le volume VBE.
Donc vous allez au maximum de la courbe et vous pouvez déterminer facilement le volume versé à l'équivalence, le volume VBE. Deuxième cas, dosage d'une solution ici basique, ici l'ammoniac, par une solution d'acide chlorhydrique. Donc c'est l'inverse de ce dosage. Pour ce dosage, la courbe se présente de cette forme, la courbe de dosage. Alors on peut trouver facilement le point d'équivalence par la méthode des tangentes. À l'équivalence, je vois bien que le pH à l'équivalence devra être inférieur à 7 parce que la solution à l'équivalence est une solution acide. Pourquoi c'est une solution acide? Parce que lorsque je dose l'ammoniac, qui est une base, par une solution d'acide chlorhydrique, à l'équivalence, l'ammoniac se transforme en ion ammonium qui est acide. Donc, à l'équivalence, le pH est inférieur à 7 à 25 degrés Celsius. Je peux déterminer aussi la demi-équivalence, c'est-à-dire le moment où je verse un volume égal au volume de l'équivalence sur 2, la moitié du volume de l'équivalence, et à la demi-équivalence, le pH de la solution obtenue est égal au pKa du couple NH4 plus NH3 qui est 9,2. Je peux trouver bien sûr le point d'équivalence par la méthode de la courbe dérivée. Alors ici, on trace moins la dérivée du pH par rapport au volume VA. Pourquoi on trace moins la dérivée? Parce que vous voyez bien que la fonction est une fonction décroissante. Le pH décroît, donc la dérivée de cette fonction est négative. Donc il faut multiplier par un signe moins pour avoir une dérivée positive ou avoir une courbe. Sinon, la courbe aurait un minimum de l'autre côté. Donc on préfère de tracer moins la dérivée de pH par rapport à VA et on voit bien que le maximum de cette courbe correspond au volume de l'équivalence. Je peux trouver le point d'équivalence par utilisation d'un indicateur coloré. Alors l'indicateur coloré approprié doit avoir une zone de virage qui contient le pH du point d'équivalence. Par exemple, je peux utiliser le rouge de méthyle. Le rouge de méthyle peut bien servir car sa zone de virage est 4,2, 6,2. Donc entre 4,2 et 6,2, on peut facilement trouver le pH à l'équivalence. Alors on peut faire aussi un dosage, au lieu d'utiliser un pH mètre comme ces deux cas, je peux utiliser au lieu du pH mètre un conductimètre. Alors le conductimètre va nous donner une courbe de ce type, une courbe de dosage de ce type. Par exemple, je détermine la conductivité en fonction du volume VB versé dans le cas du dosage d'une solution d'acide éthanoïque par une solution de soude. Je trouve la courbe qui a cette allure. Alors ce point particulier est le point d'équivalence et à partir de ce point, je peux trouver le volume VBE à l'équivalence.